Bonsoir à tous, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle émission de Voyage au bout de la nuit. Je vais reprendre avec vous la lecture de Pierre Loti, Matelot. Loti nous raconte donc l'histoire de Jean, qui est le personnage principal, qui avait raté son entrée à l'école navale et qui malgré tout va décider de s'engager comme mousse. Et dans cette histoire, en fait, Pierre Loti transpose un peu son expérience personnelle, mais également celle de son ami Léopold, qu'il considère comme son frère. Mais pour savoir la suite de cette histoire, je suis sûre que vous êtes impatients. Nous allons reprendre notre lecture. Installez-vous confortablement, je vous souhaite un très bon moment. Blancs aussi, dans leurs vêtements de toile, étaient tous ces choristes qui chantaient, les uns entassés par terre, en mille attitudes de bien-être et de repos, d'autres étagés, en pyramide d'apothéose, sur l'échafaudage de chaloupes et de canots qui s'élevaient au milieu du pont. Et d'autres enfin, groupés encore plus haut et plus loin là-bas, sur les passerelles suspendues. Le refrain alerte de la chanson revenait sans cesse, repris nonchalamment, comme en demi-sommeil, par des voix aux vibrations jeunes, atténuées, d'une sourdine de rêve. Et tout cet édifice d'hommes blancs et de voiles blanches s'en allait, penché et oscillant comme une chose fantastique prête à s'engloutir. Tout cela s'en allait vite, courait, fuyait à travers les transparences nocturnes, avec des balancements doux et de temps à autre, des petites secousses d'ensemble, comme des trémoussements d'unanime joie. Le pauvre échappé d'en bas, déjà frôlé par la mort, s'émerveillait, lui, comme d'une chose nouvelle de cette féerie des beaux soirs qu'il avait oublié. Tout ce qu'il avait aimé dans son métier de maire s'étalait là, une dernière et suprême fois, à grand spectacle devant ses yeux prêts à s'éteindre. Charmé et grisé, avide encore de vivre comme vivaient ces autres jeunes autour de lui, il s'avançait, très faible, épuisé avec un vertige toujours croissant, et cherchait, parmi tant de formes blanches, le groupe ami, les Marek et les Joal, pour s'asseoir comme autrefois au milieu d'eux. Précisément, il était là tout près. Ils s'arrêtèrent de chanter parce qu'ils venaient de le reconnaître. Ils regardaient son visage si rapidement changé, dont la maigreur pâle s'exagérait encore à la vague lumière du soir. « Oh, c'est toi, mon fils, dit Marek, un de ces grands aînés qui sont les vieux du bord et qui, prenant des airs très âgés avec leur carrure trop massive et leur teint trop hâlé, et qui ont dans leurs 30 ou 35 ans. Faites-lui une place donc, vous autres, faites-lui une place à Bernie. » Autour de lui, on se taisait pour lui arranger une petite place commode, tandis que le corps ininterrompu continuait d'être chanté, toujours avec le même insouciant entrain à quelques pas plus loin. On apporta une toile pliée en 4, pour que les planches fussent moins dures à ses membres amaigris, et le laissa tomber entre les mains qui lui étaient tendues à bout de force, sentant venir une sorte de tremblement mauvais et sinistre. « Appuie-toi, dirent les plus proches, offrant leur épaule ou leur poitrine en fauteuil au mourant. Et puis, quand ils l'eurent bien calé, ils reprirent le vieux Neptune au refrain, et Jean se trouva englobé dans le cœur, éprouvant une sensation momentanément de bien-être, ou plutôt de moindre souffrance. Tête renversée, il regardait maintenant de bas en haut les choses féeriques, lentement bercés par le roulis, les groupes humains aux tranquillités et aux blancheurs de statues, avaient dans tout ce bleuâtre de la nuit des imprécisions de rêve, et sur le ciel poudré de constellations australes se découpait la haute voilure blanche, balancée plus amplement à son faîte, mais balancée avec tant de douceur que l'on l'eût dite immobile, parmi des étoiles tout à coup déséquilibrées et vacillantes. Et les chanteurs jetaient dans le vent suave, des notes faciles et claires qui semblaient s'envoler au milieu de cette transparence,
Son nom, qui était de la nuit sans être de l'obscurité, ce navire si largement voilé, emportant tous ces matelots blancs qui ne remuaient pas, n'avait plus l'air réel. Cette musique, cette monotonie des voix perçantes et fraîches, cette continuelle oscillation de tout, cette fuite si rapide, si aisée, si légère, ajoutait encore à l'impression d'immatérialité qui se dégageait des images perçues par les yeux. Plutôt qu'on eût dit de quelques grandes visions chantantes que l'Élysée promenait follement dans ses régions, dans ses contours sans bornes et vides à l'infini. Mais Jean ne lui vit pas longtemps, le beau spectacle magique dont sa tête au déclin s'émerveillait encore. La fraîcheur délicieuse de la nuit qui vivifiait les autres hâtait en lui la désorganisation mortelle. Dans sa poitrine, dans ses entrailles, dans ses membres, une sourde anxiété commença et devint tout de suite de l'angoisse. Puis ses jambes et ses bras se prirent d'une inertie atroce, avec un fourmillement profond, comme quand on est engourdi dans une position fausse. Et cela gagnait. Gagnait d'abord les reins, puis le thorax, puis le cou. Cela semblait une mort progressive qui montait par étapes vers la tête encore pensante et lucide. Cela vint jusqu'aux lèvres qui se crispèrent. Et quand il voulut appeler à son secours les amis qui chantaient, sa bouche demeura roidie et fermée. À son sortie seulement, inarticulée, affreusement triste à entendre. Ils eurent peur de ce pauvre cri de détresse qui semblait déjà venir de l'abîme. Marek, tout de suite, penché tendrement sur lui, aperçut la contraction des lèvres et la vie suppliante des yeux. Alors, pour le recoucher sur son petit lit, à trois, ils le descendirent avec des précautions infinies et des paroles très douces de frère. Et sans connaissance à présent, passif comme un cadavre, il fut reporté par eux dans l'infirmerie chaude qu'ils appelaient le mouroir. Il ne mourut pas cette nuit-là. Cependant, en bas dans ce mouroir, le médecin le réanima encore. Pendant plusieurs jours, il continua d'exister et de réfléchir avec des alternatives d'espoir ou d'effroi plus glacé devant la mort solitaire. Il prenait un soin obstiné de lui-même, dans la pensée de plus en plus dominante, unique, de durer assez pour revoir sa mère. Chaque jour, une pauvre lettre, commencée par elle, traînait sur son lit. Une lettre pour lui dire adieu, qu'il se mettait à écrire en hâte de fièvre, avec une effusion de toute son âme. Puis qu'il l'interrompait par fatigue, épuisé, et qu'il déchirait après dans un moment d'espoir revenu ou d'entêtement, à ne pas mourir. Sa boîte de matelot, coffrée de bois blanc comme ils en ont tous, demeurait à la tête de son lit, contenant de précieuses petites choses qu'il s'inquiétait d'abandonner, des portraits, des lettres, de cette mère si désirée et appelée, quelques-unes des anciennes, toutes jaunies, mais se rapportant à de circonstances particulièrement marquantes de leur vie passée. Et enfin, 2 de ses cahiers de collégiens couverts de figures de géométrie et sur lesquels, un soir de beau soleil et de beaux rêves, il avait inscrit la date de son admissibilité au Borda. Il souffrait très peu, mais il était si faible, d'une faiblesse croissante, profonde, irrémédiable. Il avait des assoupissements agités, de songes et de somnolence épuisantes qui le baignaient de sueur. Dans sa tête était commencé le travail de la mort. Le détraquement pitoyable, l'ironique retour aux idées et aux affections de l'enfance. Constamment, il repensait à des choses du début de sa vie et se les rappelait avec une intensité morbide qui devenait comme une double vue. Au contraire, les images de femmes et d'amour avaient cessé d'apparaître pour je ne sais quelle cause. Sans doute très sombrement physique, ces images-là étaient mortes, depuis les premières, dans sa mémoire, prête à mourir aussi. Oubliée à présent, la jeune fille de Rhodes, qui, tous les soirs d'un mois de juin, était descendue, pour lui vers le vieux port du désert, le vieux port désert, attirée par le noir velouté de ses yeux. Oubliée la Canadienne blonde, qui lui avait quelque temps fait aimer une rue isolée d'un faubourg du Québec. Oubliée toute. À Madeleine, seule, il repensait encore.
certaines fois parce que son amour pour elle avait été plus complexe, plus amalgamé de ce grand mystère du tréfonds humain que nous appelons l'âme. Il lui arrivait de revoir encore sa figure pâle et ses jeunes yeux d'ombre, ou de réentendre ses craintives causeries crépusculaires dans sa petite allée triste, sous les tilleuls fleuris ou sous les feuilles nouvelles où tambourinait la pluie tiède des soirs d'avril. Mais il revenait vite à sa mère, à sa Provence ensoleillée, à son enfance, surtout à l'époque du premier costume d'homme, du petit feutre brun à ruban de velours, et d'indicible désespoir le déchirait tout à coup, à la pensée de ne jamais, jamais revoir certains lieux. Certaines choses de ce temps-là, à la pensée par exemple de ne repasser jamais, jamais plus un certain tournant de sentier où il s'était assis avec sa mère, sous des pins un soir de dimanche au printemps. Il s'en ira jusqu'au premier froid, avait-il dit. Et en effet, Alizée, l'Alizée qui entrait par les panneaux ouverts ou par les manches tendues, l'Alizée doux, tiède, égal nuit et jour, le soutenait dans un état stationnaire. Mais un soir, une immense nuée obscure surgit à l'horizon du sud, envahissante, formant de tout de suite de voûtes en ténèbres, et le bon vent tomba, et dans l'air subitement refroidi, 2 grands albatros, les premiers apparurent, bêtes de l'austral sombre. Dans la lumière diminuée, dans l'humidité pénétrante qu'on sentait descendre comme un manteau glacé sur les épaules, c'était sinistre et s'enfonçait à une tombée de la nuit dans ces régions incertaines que recouvrait ce voile de nuages où les pires surprises du temps étaient à redouter. Le lendemain, tout était changé d'aspect. Tout avait changé d'aspect à bord de la Saône, que le soleil n'éclairait plus. Au lieu des chapeaux de paille, au lieu des gais costumes en toile propre et blanche, on voyait reparaître les laines bleues, râpées, fanées, trouées de mites et de cancrelats, et les vieux bonnets de fatigue enfoncés plus bas que les oreilles. Et sur le pont, c'était une agitation extraordinaire parmi les manœuvriers. De solides voiles, toutes neuves, arrivées d'en bas, apportées à l'épaule par des rangées d'hommes, en long cortège oscillant. De filins de couleur blonde, neufs aussi, et sentant le goudron, sortaient des cales. Les matelots aussi s'attelaient dessus, puis reprenaient leur course et les tiraient vite, 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 comme des serpents sans fin. Tout cela se faisait en musique. Et dans l'air devenu âpre, salubre aux poitrines vigoureuses mais mortelles aux affaiblis, les sifflets d'argent constamment roulaient leurs trilles suraiguës. On se préparait à la lutte prochaine, contre le vent et contre la mer des zones mauvaises. Ils tournoyaient les albatros, très rapprochés, les mêmes qu'hier, acharnés peut-être pour des semaines à suivre sur les sillages du navire, et ils criaient, sans trêve, de leur vilaine voix gémissante qui semble le grincement d'une girouette ou d'une poulie rouillée. Et le quartier-maître de l'arrière, outré de toujours les entendre, leur disait, son sifflet serré entre les dents et leur montrant le poing. « Tu ferais pas mal de graisser un peu la poulie, toi, les 2 grands sales moineaux là-bas. » Le fait est qu'ils avaient l'air de chanter à bord, à la mort, ces 2 albatros. L'agression du vent fut prompte, commencée tout de suite avant la fin des préparatifs de défense. Dès le second soir, la voix toute puissante, le hou-hou formidable des mauvais jours, emplissait l'air et on était assourdi de bruit. Et les lames enflaient le dos de ces énormes, enflaient des dos énormes et se rangeaient en longues files de bataille, et les matelots étaient dans la mâture, aux dangereux ouvrages, des pauvres grosses mains rudes, les ongles durcis et courts, peinés en crissant sur la toile mouillée, des huniers qu'on mettait au baril. Et tous les visages se halaient, saisis et brûlés par le premier froid. Dans le mouroir fermé, qui dansait lourdement avec des sauts et des retombées horribles, les 2 qui étaient si malades agonisèrent la nuit suivante.
Lui, Jean, fut pris du tremblement de la grande fièvre. Mais il continua de vivre, avec des alternatives de chaud délire et d'accablement extrême, où son souffle à peine perceptible et les battements ralentis de son cœur simulaient la mort. Oh, la lettre pour sa mère, qui n'était pas écrite. Cela devint sa préoccupation, à peine définie parfois mais constante, même dans son sommeil, si désolé, et en demi-rêve, toujours, il s'imaginait lui écrire, croyait voir une feuille de papier sur son lit, une plume entre ses doigts, et des caractères qui se traçaient, lui disant sa détresse et son adieu. Et puis tout à coup, réveillé, il s'apercevait que non, que sa main était restée lourde et immobile, pendante alors hors de son drap, et qu'aucune feuille commencée n'était là sur sa couverture. Alors il s'agitait désespérément, demandait par grâce de quoi écrire, comme au petit, et on lui répondait tout à coup. Tout à l'heure, oui, dans un moment, quand la fièvre sera un peu tombée, on va vous donner votre encrier et votre boîte. Et les infirmiers échangeaient un bon regard. Ce qu'ils ne lui disaient pas, c'était que cette boîte, dans un plus violent coup de tangage, avait roulé à terre, ouverte, brisée, et en même temps qu'une lame s'engouffrait à bord, inondant tout. Que les chères petites choses trempées d'eau salée et de boue fétide n'étaient plus à présent qu'un amas lamentable, lettres, portraits ou pauvres cahiers de collège entre les pages, desquels grisaient, ensevelis à jamais, ses espoirs d'admission au bord bas. Pauvre enfant, fait pour la vie insouciante et jeune, pour l'amour et le rêve, pour la santé et pour le sourire, il gardait jusqu'à la fin de son enfantillage, qui avait été son charme et son malheur aussi. Il était pourtant, à certaines heures, un de ces voyants d'abîme auxquels le néant découvre des aspects plus effroyables. Mais c'était un enfant avec des étonnements, des incrédulités, des révoltes qu'il allait recevoir la grande mort. Souhaitant surtout d'être bercé par sa mère, il avait d'ineffaçables élans vers elle et de si tendres et bons remords pour l'avoir un peu oublié. Un peu fait souffrir aux heures exubérantes de sa vie. Oh, les douces lettres de larmes qu'il s'imaginait lui écrire. L'après, l'au-delà, il n'y croyait guère. Devenus matelots, sous ce rapport comme sous tant d'autres, ils sont rarement des athées, des matelots. Ils prient, ils font des vœux à la Vierge et aux saintes, mais par une puérile inconséquence, ils ne croient presque jamais à la persistance de leur âme. Et lui aussi priait, confusément, et ses prières informulées mais ardentes demandaient seulement de n'être pas abandonné dans les grandes eaux, de durer encore un peu, de ne mourir que dans certaines pauvres chambres bien propres et rangées, dans un certain petit lit recouvert d'une broderie au crochet, auprès duquel se tiendrait une figure incomparable, douce, encadrée de bandeaux gris. Mon Dieu, avoir au moins dans le cimetière de ce Brest, où on arriverait bientôt, une tombe sur laquelle sa mère viendrait s'agenouiller. Et peut-être même qu'on aurait pu, avec l'argent de ses économies de campagne, de le faire transporter là-bas, en Provence, dans un cimetière de son pays. Mais non, la vie s'échappait trop vite, il le sentait bien, et on allait le jeter à la mer. Et ses yeux s'ouvraient, larges et fixes dans l'horrible effroi de bientôt descendre, enveloppé d'une gaine de toile, descendre à travers la grande obscurité d'en dessous. Nous allons devoir nous arrêter là, en tout cas pour cette émission, mais je vous retrouve très vite lors de la prochaine. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit à ceux qui se couchent. À très vite.